Et donc, je vais appeler Madame Marie-Lise Perroche, qui va venir animer une table ronde sur la pérédance professionnelle et le partage des savoirs expérientiels. Dans pas mal de métiers du prendre du soin ou de l'accompagnement, on sait que ce qu'est la pérédance. C'est intéressant de regarder ce qu'est la pérédance professionnelle. Hein. Et donc, Madame Marie-Lise Perroche est infirmière de formation en pérédante, responsable des partenariats stratégiques et des plaidoyers de la Fondation Paralysie cérébrale. Madame Marion Brunat-Morter est directrice générale adjointe du pôle Solidarité de la ville de Grenoble et directrice générale du CCAS de Grenoble. Monsieur Michel Pombonne est bénévole accompagnateur, administrateur à Solidarité Paysan, et Madame Pascale Blanc, animatrice coordinatrice chez Solidarité Paysan. Madame Laure Marmillot est infirmière en équipe mobile en soins palliatifs au centre médico-chirurgical de réadaptation des Massus. Et Monsieur Olivier Martin est père aidant professionnel en santé mentale et membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci d'être là. Et moi, je suis vraiment ravie d'être là. Je te remercie, Fabienne, pour ta confiance et pour ton invitation. J'ai été passionnée par la table précédente, donc je remercie tous les intervenants. Et j'espère que ça ne m'aura pas rendue trop bavarde, parce que ce sont des sujets qui me touchent et m'intéressent particulièrement. Et vous allez le comprendre, je vais me présenter un petit peu plus. Donc moi, je m'appelle Marilyn, je suis effectivement soignante, mais avant tout, je suis une personne concernée. Je suis née avec un handicap de naissance, une paralysie cérébrale, qui fait partie de ma vie et qui a guidé mon chemin professionnel, qui m'a orientée vers les métiers du soin, d'abord aide-soignante, puis infirmière, et qui a toujours façonné mon idée du soin, qui m'a interrogée sur les questions du bien-être et évidemment sur la capacité à faire équipe et à être en équipe. Et donc, vous pouvez le comprendre, ces sujets font partie de mon quotidien, ne cessent de m'interroger et de me rappeler à quel point c'est important d'y penser ensemble, collectivement, pour apporter toujours un peu plus de nouvelles réponses qui s'adaptent aux besoins à la fois des personnes concernées, des familles, mais aussi des professionnels de santé. Pour tout vous dire, quand j'avais mes propres soins, donc très jeune, quand j'observais ces soignants, j'avais l'impression que moi, j'étais celle qui allait mal et que représentaient pour moi ceux qui allaient bien. Et puis, quand je suis devenue moi-même soignante, je me suis dit, mince, ils m'ont tous menti parce que j'ai l'impression qu'ils vont tous pas bien. Et donc, c'est comme ça que j'ai été intéressée vraiment sur la question du bien-être de ceux qui prennent soin de nous. Pas simplement parce que ça m'intéresse, mais aussi parce que c'est un besoin des personnes concernées que de savoir que ceux qui prennent soin de nous vont bien, parce que c'est une importance. Je crois qu'il y a beaucoup de miroirs qu'on peut faire entre les besoins des patients et les besoins des professionnels de santé. En tout cas, moi, j'en vois beaucoup. Je vois la vulnérabilité, je vois le besoin de temps, je vois le manque de moyens et je vois toutes ces résonances qu'on peut partager en commun. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est donc une table ronde sur la pérédance professionnelle et les partages de savoirs expérientiels. Une autre manière de faire ensemble. Et lorsqu'on a présenté cette rencontre, on s'est aperçu que finalement, on était tous différents. Tout à l'heure, on a parlé de la diversité et je crois qu'on représente ça aujourd'hui. Et en même temps, c'était très intéressant à vivre parce qu'à quel point finalement nos échanges sont devenus très rapidement assez fluides, assez naturels, avec quelque chose qui nous relie tous ensemble, c'est l'envie de faire ensemble, mais surtout l'envie de bien faire. C'est ce qui m'a le plus marqué, je crois, dans notre préparation, c'est que j'ai vu chaque personne réfléchir sur comment faire
et bien faire, vouloir bien faire cette table ronde pour vous rendre quelque chose de qualité. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir aussi dans la capacité de faire ensemble, c'est cette volonté commune. Donc je voulais en introduction rappeler des mots qui sont importants à mon sens et puis vous partager peut-être une vision qui est la mienne et qui pourra peut-être faire résonner en vous des choses. Sur cette question du faire ensemble, il y a évidemment la question de l'équipe, de l'importance d'être ensemble. Moi, j'ai l'impression qu'il ne suffit pas d'être ensemble pour faire équipe. Et comment on se fédère, comment on fait du lien, comment on s'anime et comment on a envie de construire et de bâtir ensemble. Je pense qu'il y a toutes ces questions aussi à interroger. J'ai aimé écrire et travailler sur ce sujet. Je me souviens tout le temps de Paul Fustier, que j'avais étudié à l'époque pour mon mémoire infirmier, qui comparait la capacité institutionnelle à faire ensemble un orchestre musical, rappelant que chaque membre de l'orchestre a une compétence différente, mais est nécessaire. Chaque membre a une position et que quand ce lien ensemble est réussi, en fait, toutes les fausses notes peuvent être couvertes. Et ça me semble important parce que être en équipe, faire ensemble, ça ne veut pas forcément tout le temps dire bien faire. C'est aussi avoir la capacité de moins bien faire et de pouvoir se remettre en question ensemble à chaque fois. Pour les savoirs expérientiels, ça part de soi. Aussi, ça part d'un vécu qui nous est propre et qui est utile d'abord pour soi. Un savoir expérientiel doit pouvoir apporter à celui qui le vit pour pouvoir peut-être un jour, si on le souhaite, contribuer aux autres. Parce qu'il y a la notion d'utilité aussi. Ce n'est pas seulement parce qu'on est vulnérable qu'on n'a pas envie d'être utile et de trouver une place dans notre société. Et ça me semble important dans la question du partage de savoir, du partage de savoir expérientiel. Et puis, de façon logique, on en arrive à la pair-aidance, à cette volonté entre pairs, PAIR, de vouloir s'entraider, s'aider et de se questionner pourquoi. Pourquoi on souhaite aider l'autre, pourquoi en aidant l'autre, on s'aide aussi soi-même, parce qu'il y a toujours des vases communicants qui sont dans cette question d'entraide. Je pense que toutes les personnes qui sont présentes ici à cette table pourront tour à tour répondre et souligner tous ces mots qui me semblent clés pour répondre à notre table ronde. Vous allez pouvoir découvrir l'univers du soin sous différentes facettes, la santé physique, mais aussi la santé mentale. Et puis, vous allez découvrir d'autres univers qui ouvrent la pair-aidance à un champ assez différent, mais qui, vous allez le voir, est assez complémentaire. Voilà, donc je passe la parole en premier à toi, Laure. Alors, je suis particulièrement fière d'animer cette table parce que j'ai un lien assez particulier avec chacun, où j'ai eu la chance, pour beaucoup, de faire équipe. Et donc, ça a d'autant plus de chance de vous entendre aujourd'hui. Et merci d'avoir accepté d'être là. Bonjour à tous. Voilà, je me représente rapidement pour vous dire d'où je parle. Je suis, pour une grosse partie de mon temps, infirmière en équipe mobile de soins palliatifs. Enfin, une grosse partie, 60%. Et par ailleurs, formatrice. Voilà, donc je me suis interrogée sur ce que je pouvais partager avec vous sur cet axe du partage des savoirs expérientiels. Et il m'a été bon, d'une certaine manière, de prendre la question en amont du faire ensemble pour m'arrêter sur cet enjeu premier, préalable, qui est de pouvoir écouter vraiment la voix de l'autre. Peut-être que c'est ce premier point de l'éthique du care, cette capacité d'être en attention, écouter vraiment la voix de l'autre, cet autre qui est le patient, la famille. Et ce dont j'aimerais témoigner là, autour de cette table ronde, c'est de deux dispositifs qui ont été pour moi novateurs et qui m'ont permis, d'une certaine manière, d'écouter avec une oreille neuve cette voix de l'autre.
Et voilà, des dispositifs qui, d'une certaine manière, mettent dans une certaine disposition. Alors, le premier, il est effectivement directement relié au fait d'avoir donc travaillé pendant un certain nombre d'années au Centre des Massues, donc avec Marilyn, quand elle était responsable du partenariat patient. Au nom de cette responsabilité, tu siégeais au groupe de réflexion éthique de l'établissement et où j'avais moi-même une responsabilité d'animation de ce groupe. Donc voilà, nous avons fait connaissance, nous avons eu l'occasion de réfléchir ensemble autour de cette approche du faire avec voilà, la voix des patients. Et d'une certaine manière, c'est aussi sur fond de cette coopération, de nos échanges, qu'un jour nous nous sommes dit « allons plus loin ». Allons plus loin, tu étais en lien avec la maman d'un jeune patient qui a un long parcours d'hospitalisation donc dans ce centre de rééducation, lui-même atteint d'une paralysie cérébrale. Et tu étais, toi, en lien avec cette maman et tu avais perçu qu'elle avait des choses à transmettre. Et nous nous sommes dit, eh bien, il y aurait là peut-être quelque chose à construire au sein d'un dispositif type espace de réflexion éthique, vous voyez, intra-établissement. On a rencontré cette maman à deux dans un premier temps pour, d'une certaine manière, bien s'entendre sur ce que cet espace pouvait permettre. Et puis, d'une certaine manière, lui dire, mais qu'est-ce que vous aimeriez nous transmettre ? Qu'est-ce que vous aimeriez nous donner à comprendre de votre place de parent ? Et ce que j'ai gardé de tout à fait intéressant, c'est qu'elle a été, lors de cette séance, notre grand témoin. Vous voyez, c'est pas rien d'accueillir quelqu'un comme un grand témoin. Grand témoin devant des médecins, des soignants de différentes spécialités. Et elle a fait résonner sa parole de mère qui a besoin de comprendre, qui pour cela se renseigne, quitte parfois à remuer terre et ciel pour trouver les solutions adaptées, quitte parfois à transgresser une forme d'ordre établi dans la relation thérapeutique. Une parole de mère qui a besoin que ses observations, ses connaissances, ses recherches soient prises en compte. Alors, une parole forcément tout à fait ancrée dans une histoire singulière, et il n'était pas question qu'elle soit représentante de toutes les mères, mais à ce point ancrée dans une expérience singulière qu'elle venait dire une part d'universel. Et elle nous a fait regarder les écueils de cette rivalité latente ou explicite, et de regarder cette rivalité de façon constructive. Et finalement, dans ce climat de confiance, cette femme a pu aussi confier comment elle vivait, elle, des synthèses pluridisciplinaires qui étaient organisées. Et là, d'une certaine manière, on est dans le 4e temps de cette éthique du care, c'est que, en tant que bénéficiaire, quelle est la voix du bénéficiaire ? Parce que ces synthèses pluridisciplinaires, elles avaient comme fonction de rassembler tous les professionnels autour de son enfant et les parents. Et elle a pu dire... Vous savez, moi, je vivais ces entrevues comme un tribunal. Alors là, je vous témoigne de la façon de comment une parole entendue dans un espace particulier, vous voyez, un espace, voilà, a fait du chemin en moi et est venue réinterroger ma propre pratique clinique. Donc là, en tant qu'infirmière d'équipe mobile de soins palliatifs, quand, par exemple, nous prenons des rendez-vous pour rencontrer des résidents, par exemple en EHPAD ou ailleurs, il n'est pas rare, je pense à l'EHPAD, parce qu'il n'est pas rare que quand j'ai quelqu'un au téléphone, on me dit « faut-il convoquer la famille ?» Alors maintenant, il me vient de leur dire « vous pouvez les convier, mais pas lieu de les convoquer ». Vous voyez comment cette question des mots... la convocation, parce que bien sûr, parfois, il faut convoquer une famille quand on est professionnel. On a besoin de les voir instamment. Mais il y a la convocation, elle résonne aussi, convocation administrative, convocation policière, enfin, vous voyez, faut-il convoquer la famille ? Donc voilà.
vous pouvez les convier. Et je trouve, à travers cette nuance de vocabulaire, c'est de passer de la convocation asymétrique à la proposition de rejoindre, de partager quelque chose avec. Alors, je ne sais pas si ma formule opère, mais je tâche, chaque fois que je le peux, de corriger, vous voyez, à travers ce vocabulaire et d'essayer de faire passer l'idée que les familles concernées, nous souhaitons les rencontrer, nous aurons du plaisir à les rencontrer, mais il n'y a pas lieu de les convoquer. Un deuxième exemple qui est tiré alors là d'un service de soins palliatifs. Alors là, j'ai fait le choix de vous parler d'un dispositif qui relève vraiment du bricolage et probablement que c'est pas sans lien avec, là encore, ce que nous avons entendu précédemment sur ces espaces transitionnels et sur la fécondité de la possibilité que des professionnels puissent un peu rêver ensemble et inventer des dispositifs qui ne sont pas d'emblée à instituer comme tels, mais où il se joue quelque chose. Alors là, c'est dans un staff de soins palliatifs. Je participe à ce staff comme, d'une certaine manière, nous sommes associés, mais c'est le staff de l'unité de soins palliatifs. Il y a parfois des patients que nous avons en commun. Et les collègues parlent d'un patient qui est totalement démoralisé. Mais ils ont identifié qu'il aurait des choses à dire sur les rencontres qu'il a faites tout au long de son parcours hospitalier. Et alors là, je ne sais plus comment on en est venu à l'idée, alors probablement que ses collègues, ils savent que je m'intéresse à cette question de la dynamique de réciprocité dans la relation de soins. Ils connaissent un peu mes travaux, peu importe. En tout cas, on construit l'idée que je puisse aller interviewer cet homme sur ce qu'il aura envie de transmettre des rencontres faites à l'hôpital. Et après une brève entrevue pour confirmer qu'il était preneur, me voilà, alors, vous voyez, une fin d'après-midi, c'est pas forcément sur le temps du travail, une fin de journée à m'asseoir en face de lui, de l'autre côté de l'adaptable, avec un téléphone portable pour enregistrer l'échange. Et je lui dis, ben voilà, il n'y a pas d'enjeu autre que de partager ce que vous avez envie, ce qui viendra de votre expérience ici à l'hôpital. On a évoqué l'autre jour les rencontres inattendues qui se font. Alors je lui dis, quand je vous dis cela, est-ce qu'il y a des souvenirs qui remontent à votre mémoire? Voilà, on démarre comme ça, ce temps d'échange. Et alors il me dit, très souvent, c'est pas dans les chambres que ça se passe. C'est pas dans les couloirs. C'est au moment de fumer, quoi. Et il va me raconter un monde qui échappe aux soignants. La rencontre entre patients dans les espaces fumeurs des hôpitaux, avec les familles de ceux-ci, les rencontres nocturnes. Alors il me raconte comment dans un grand hôpital, ces patients ont trouvé une façon d'ouvrir la porte pour sortir sans que... Voilà, les gardes. Et il me raconte même la coupe de cheveux à minuit sur le réverbère avec des jeunes de quartier. Il me raconte les dialogues profonds qu'ils ont sur des sujets, sur la religion, sur les relations affectives, et comment, voilà, tout ce qui, d'une certaine manière, l'a nourri lui-même dans cette réciprocité relationnelle avec d'autres. Et on en vient à parler de fil en aiguille de ce qu'il a appelé, lui, pour lui-même, cet autre monde. C'est-à-dire quand la santé n'y est plus, quand vivre devient une lutte contre la mort. Ce n'était pas l'enjeu de notre échange. Et je lui ai demandé, mais de cet autre monde dont vous parlez, comment vous en parleriez, vous? De quoi est-il fait? Alors il m'a répondu, d'emblée, il n'est pas partageable. Et je lui ai dit, même avec ceux qui y sont, et il m'a répondu jusqu'à un certain point. La porte
elle a claqué derrière moi, un passage, c'est un passage. Plus pouvoir faire ceci, plus pouvoir faire cela, tous les jours une croix à faire, même si vous essayez de résister, de vous battre un peu. C'est difficile à comprendre, c'est quand on y est qu'on comprend. Et puis il a dit, ça vous isole. Il a un effet repoussoir malgré soi, ce monde. Et puis il a parlé de l'expérience, encore sa formule, hein, d'être barré dans son corps. Alors là, je le cite, pour moi, aujourd'hui, prendre une douche, c'est la croix à la bannière. Je me souviens du temps où je prenais ma douche à fond la caisse, ça allait de soi. Je voudrais retrouver cet oubli du corps. T'allais sous la douche, en sifflotant les yeux fermés, quand j'y pense. Aujourd'hui, quand je vais prendre la douche, c'est un moment particulier. Moi qui aimais tant l'eau, la baignade, la pêche, je voudrais tant retrouver cette insouciance du corps. Voilà, ça me semblait important de déplier cette parole, de vous la donner à entendre, parce que c'est vous dire que, pour ma part, ce témoignage rendu à l'expérience d'être gravement malade, qui se situe, là encore, dans la singularité de l'expérience, et qui pourtant ne lui est pas réduite, à cause de cette dimension de l'universel qui s'y manifeste. Et que quand un patient atteste ainsi d'une expérience par le dispositif de l'interview, parce que j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, eh bien je fais à chaque fois une expérience pour moi-même d'une écoute neuve. Comme si l'interview concrétisait, donnait du poids au fait que la personne a effectivement quelque chose à transmettre. Dans ce paradoxe, on a parlé tout à l'heure des paradoxes, qu'il y a à la fois de l'impartageable qui a besoin de se partager. Donc voilà, pour ma part, je vais poursuivre la parole. J'aimerais creuser cette piste-là, ces dispositifs. Quels sont les dispositifs qui nous donnent à entendre, autant que l'on peut entendre et renouveler notre écoute de la voix de l'autre? Et puis aussi ces dispositifs un peu marginaux, vous voyez, du bricolage, qui nous donne de faire ensemble, moins comme un devoir, quelque chose qui devrait s'imposer, procédural, mais qui devrait correspondre aux nouvelles conventions, mais qui est une joie à pouvoir se rencontrer autrement, à se parler et à se reconnaître. Merci beaucoup. Évidemment, ces deux partages... Voilà, je les vis en même temps que tu les racontes parce que je les ai vécus pour partie à côté de toi, de vous. Je me souviens de cette maman, je me souviens de son envie de partager et à quel point quand on a vécu ce moment, elle nous a remerciés et ça m'a frappée. À quel point elle a remercié et à quel point elle se sentait chanceuse en fait de pouvoir être là, d'avoir rejoint l'équipe pour pouvoir dire ce qu'elle avait appris, pour pouvoir être complémentaire à ce qu'on pouvait lui partager. Et à l'intérieur de moi, je me suis fait cette réflexion que dans un avenir proche ou plus lointain, j'aimerais qu'il y ait moins de remerciements et qu'il y ait plus quelque chose de systématique qui permette ces espaces de parole. Donc ça, c'est un premier point et je vous invite à vivre ces moments parce que je crois qu'on ne peut pas tout expliquer, mais qu'on peut beaucoup apprendre en vivant. Moi, en tout cas, c'est ce que je retiens à chaque fois que je partage, que je fais équipe avec des personnes concernées ou des professionnels. J'apprends autant pour moi-même que pour les autres. Donc, c'est vraiment une invitation. Et puis, pour la question de l'interview, je trouve, et j'ai eu l'occasion d'en faire tant, et je me souviens de ce patient en soins palliatifs qui, c'était imprévu, c'était un échange. Et il me dit, vous savez, madame, ce n'est pas parce que je vais mourir que je n'ai pas envie de laisser une trace, que je n'ai pas envie de transmettre quelque chose. Et il m'a raconté tout un tas de choses passionnantes. Et à ce moment-là, je me suis sentie vraiment désarmée, parce que je n'avais rien préparé, je n'avais aucun outil pour la captation de sa parole, je n'avais même pas un stylo. Et donc, ça m'a amené à me dire qu'il faut anticiper, qu'il faut commencer dès aujourd'hui à réfléchir comment on peut créer ces espaces,
mais comment aussi on peut essayer de retenir et de capter ces paroles qui sont essentielles à retransmettre. Je crois qu'avec le temps, j'apprends, et Laure, tu nous as ramené à ça, que plus je crois savoir et moins je sais. Et dans la paire aidance, il y a ça aussi, on croit toujours que c'est une transmission des plus anciens aux plus jeunes, mais je crois que les plus jeunes, on a parlé de la génération, ont aussi beaucoup à nous apprendre et à nous réapprendre. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier que ça va dans les deux sens. Merci. Je donne maintenant la parole J'allais donner la parole à Olivier, mais peut-être que vous pouvez poursuivre. Merci Marilyn. Donc, je m'appelle Olivier Martin, moi je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis ingénieur en génie industriel de formation et depuis 3 ans je travaille comme père aidant professionnel dans un SAMSA, donc un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, au sein d'une équipe pluridisciplinaire on doit être 11 je crois. Et on accompagne pendant 2 ans environ des jeunes de 15 à 25 ans avec des troubles psychiques sévères. La psychiatrie, au niveau des savoirs expérientiels, c'est une discipline qui est un peu particulière. D'une part, parce que sur le côté scientifique, les connaissances, elles sont vraiment... J'ai un ami psychiatre qui dit à l'âge de pierre, quoi. Et effectivement, si on compare à d'autres disciplines, nous, on n'a pas d'imagerie, on n'a pas de prise de sang encore, on n'a pas beaucoup de matériel pour poser des diagnostics rapides. Et à cause de ça, les gens, ils naviguent souvent pendant, alors, je sais pas, dans la bipolarité, on parle d'une moyenne de 10 ans d'errance thérapeutique avant d'avoir le diagnostic. Et puis dans la plupart des troubles, en tout cas, ça ressemble à ça. On a des classifications qui changent aussi, hein, donc les gens restent, mais le nom qu'on leur donne change. Ça arrive aussi. Et puis sur la partie, par exemple, des traitements médicamenteux, si je pense à cet exemple-là, on travaille quand même beaucoup par essais et modifications plutôt qu'une compréhension de ce qui est en train de se passer et puis un traitement qui soit bon du premier coup. Voilà, c'est ce qui fait en fait toute cette incertitude aussi, cette place assez modeste de la science fait que le savoir expérientiel, il est super précieux, quoi, comme on a pu connaître un peu dans la communauté des gens atteints du sida au début, qui pareil, possédaient le savoir et l'expérience avant que le système de santé puisse réagir. Ouais, nous j'ai un petit pic aussi pour les collègues quand ils m'embêtent, c'est que alors moi je suis formateur aussi beaucoup sur la question du rétablissement en santé mentale. Et dans nos services, le seul métier qui a été vraiment exploré, c'est la paire aidance, parce que comme c'est exotique, comme certains avaient envie que ça marche pas aussi, il y a eu beaucoup d'études dans les 20 dernières années et qui montrent à chaque fois que ça fonctionne, la paire aidance. Donc c'est pas à la place des autres, hein, c'est en plus des autres, ça fonctionne. Et les autres métiers, eux, n'ont pas été spécialement explorés, donc on n'a pas vraiment de preuve qu'un psychiatre soit utile dans nos services. Donc voilà. Quand j'ai envie de les embêter, je leur dis ça un peu. Alors la paire aidance professionnelle, c'est un sujet qui est quand même super flou, encore assez mal défini. Alors on a bien l'expérience, en tout cas effectivement, que ces savoirs accumulés par les gens dans le trouble psychique, c'est particulier parce que c'est des troubles qui ont vocation à être où on peut vivre avec, en tout cas, on peut évaluer leur manifestation, on peut changer. Donc voilà, c'est le fait de vraiment se rendre compte. Alors, il y a plein d'histoires là aussi, je vais pas rentrer, mais de fait que l'expérience expérientielle, souvent un peu par accident, s'est retrouvée super utile en tout cas. Et de voir les gens du coup non plus simplement comme des patients, des bénéficiaires passifs, mais comme des moteurs de leur propre rétablissement. Moi, ce que je trouve difficile dans cette notion sur l'expérience, c'est de savoir l'expérience personnelle ou l'expérience collective ou l'expérience universelle. C'est pas facile parce que déjà on a les gens qui ont envie de s'investir, ils ont aussi leurs positions différentes, et puis le monde du soin, le monde de l'institution imagine un peu, fantasme qui on doit être et impose un peu des fonctions. Donc il y a souvent cette histoire de
du récit de sa vie, en fait, qui est quelque chose d'utile, mais qui en soi peut être très limité dans le temps, en tout cas. Et moi, la question en tant en tant que père aidant professionnel aussi, c'est à qui est-ce qu'on peut s'adresser. Et moi, je suis très heureux d'être là avec Marilyn aujourd'hui, parce que Marilyn a été ma père aidante à moi, alors qu'elle n'est pas du tout dans le domaine des troubles psy, son expérience personnelle en tout cas. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'universel dans cette père aidance, en tout cas, qui fait que moi, je peux travailler avec un jeune qui est bipolaire, avec un jeune qui est schizophrène, avec un jeune qui est borderline, on accueille aussi beaucoup de gens qui sont concernés par l'autisme. Donc il y a beaucoup de questionnements sur où s'arrête ma mission en fait. Est-ce que je peux aider quelqu'un qui a un autre diagnostic que moi en fait? Et qu'est-ce qui fait universel dans tout ça et qui fait que je serais utile quand même? Nous on mesure un peu la difficulté de l'institution. Alors on a des postes qui sont souvent financés par l'ARS en direct. Donc même en milieu hospitalier, c'est pas l'hôpital qui nous paye en général, c'est l'ARS sur un financement direct. Et l'institution, sur un poste de père aidant, j'ai pas beaucoup de collègues qui sont père aidants. En général, on est agent administratif sur nos fiches de poste. Moi, j'étais embauché en tant que, je me souviens plus, que j'ai dit, accompagnant éducatif et social. Donc on a déjà ce premier mur de l'institution où les RH nous disent on est vraiment désolé, on est super gêné, mais on peut pas faire autrement. Donc il y a ce premier mur en général qui nous accueille. Après, bon, il y a le mur du salaire, pour être honnête, puisque vu qu'on n'a pas de catégorie, voilà. On va taper dans les plus basses. Mais là aussi, c'est une vraie question. En fait, comment rémunérer un père aidant professionnel? En fait, à partir de quoi? Est-ce que c'est le nombre de burn-out que vous avez fait, le nombre de tentatives de suicide, le nombre de scarifications? En fait, comment on compte l'expérience d'un père aidant? Ça restera une question à définir. On a aussi le problème que, alors il y a la question de la formation aussi, où on ne sait pas trop en fait. La formation, c'est plutôt quelque chose qui rassure les employeurs, c'est un peu normal. Aujourd'hui, on a beaucoup de formations encore de père aidance, c'est des DU de père aidance qui sont quand même captés par le soin en fait, où la plus connue, elle est ici à Lyon, elle est au centre, elle est au Vinatier, et pilotée par un psychiatre, ce qui pose quand même, moi, me pose énormément de questions en tout cas sur la légitimité de cette formation et sur les étapes qu'on doit encore franchir pour être autonome sur nos formations. Sur la père aidance, là où c'est compliqué aussi, c'est que moi je la définis, enfin, il y a une obligation d'être un perturbateur de l'institution, c'est-à-dire qu'on rentre comme pour la gratter, et on est un peu engagé pour ça, mais en même temps derrière c'est un rôle qui est difficile à tenir aussi, hein, puisqu'après, ça fait 3 ans que je suis dans la même équipe, donc le côté de nouveauté, il est quand même un peu passé. Et des fois, je me surprends et je me fais vraiment mal en constatant que je suis vraiment rentré dans le moule en fait, et qu'il faut que je refasse un petit effort pour recréer ce côté perturbateur et questionnant en tout cas. Voilà, je résume. Oui, nous, sur le côté perturbateur, c'est que le rétablissement personnel, il est basé sur, enfin, moi en tout cas, je le base sur la dignité du risque beaucoup. C'est une des premières choses qu'on perd quand on est atteint de troubles psy, c'est la capacité à prendre des risques. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas bien depuis 1 an et dit tiens, je vais aller à Lyon voir un ami, ben non, c'est trop de risques, on voit que le risque partout, tout ce qui pourrait mal se passer. Et on perd vraiment cette possibilité de prendre du risque. Donc pour le plus extrême, les gens ils restent en clinique pendant des mois et des mois parce que on n'est pas encore sûr qu'ils soient prêts à sortir. Mais on n'essaye pas. Donc vraiment la père aidance et le rétablissement, c'est là-dessus, c'est prendre le risque de réussir. Nous, ce qu'on essaye en général, dans mon expérience, ce qu'on change dans les services, c'est la première ligne de ma fiche de poste, c'est susciter l'espoir chez les personnes accompagnées. Et la deuxième, c'est susciter l'espoir dans l'équipe. Donc il y a vraiment casser cette chose qui s'est ancrée. Quand on accompagne des gens avec des troubles psy, s'ils sont chez nous, c'est qu'ils sont vraiment en galère. Donc on a tendance à voir que les gens en galère. Et donc petit à petit, on associe forcément que trouble psy égale galère et on perd un peu de recul. Notre rôle, il peut être là de secouer ça un peu, de re-questionner toujours tout ça. Et le faire ensemble, pour moi, c'est quand on arrête de se dire comment cette personne va rentrer dans notre protocole, comment on va pouvoir faire avec elle, et qu'on transforme en quel est le projet, où cette personne veut aller, quel est son projet, et comment nos outils, on peut les mettre à son service en fait, de ce projet uniquement.
Donc c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Pour moi, je parle d'une équipe agile. Ça vient de ma culture d'ingénieur. Mais quand l'équipe est agile, qu'elle sait s'adapter à chaque situation, c'est là qu'on peut faire vraiment équipe. Je donne la parole maintenant. Bonjour à toutes et à tous et merci de me donner l'occasion de vous parler un petit peu du CCS de la ville de Grenoble. Je suis effectivement directrice générale du CCS de la ville de Grenoble, qui est un établissement public administratif d'environ 1000 postes. J'ai la chance de travailler à la ville et au CCS de Grenoble depuis environ 10 ans et eu la chance de piloter le projet d'ouverture d'une nouvelle structure établissement social et médico-social en 2018-2019, que sont les lits d'accueil médicalisés. Donc mon propos est de vous parler comment nous avons intégré le travail pair, donc nous on parle de travailleurs pairs, dans ce dispositif et aujourd'hui dans un autre service également, voilà, au sein du CCS de Grenoble. Le travail pair, le dispositif des lits d'accueil médicalisés, je ne sais pas si c'est une structure, un établissement social et médico-social qui vous est familier. C'est un établissement, donc en tout cas celui de Grenoble, accueille 25 personnes résidents. Ce sont des personnes avec pathologies lourdes, complexes, sans logement, donc des personnes qui sont sans logement, avec des parcours de rue complexes. Avec des pathologies qui peuvent engager avec pronostic qui peut être assez sombre et qui sont aussi de tout statut administratif. Donc il n'y a pas on peut avoir aussi des personnes qui sont en situation administrative complexe. Il n'y a pas c'est complètement inconditionnel. La particularité de ce dispositif, quand nous l'avons monté au CCAS, c'était déjà de faire ensemble dès le projet, je le souligne, parce que dès le projet, cet établissement a été travaillé avec plusieurs acteurs autour de la table. Réellement, le projet a été monté avec des acteurs du champ de la lutte contre la pauvreté et des acteurs du soin. C'est un préalable qui compte pour ce que ça dit ensuite de comment nous l'avons déployé. Donc fin 2019, le CCS de Grenoble, qui a été désigné par ce groupe d'acteurs comme étant l'acteur porteur final de l'établissement, ouvre la structure fin 2019 et intègre dès le démarrage, dès l'ouverture, dès la constitution de l'équipe, 2 postes de travailleurs pairs, intitulés postes de travailleurs pairs, bien sûr positionnés sur les catégories, les grilles et les catégories de la fonction publique territoriale. On ne peut pas faire autrement, mais l'intitulé, c'est un poste de travailleur pair, donc 2 postes au sein d'une vingtaine de postes que comporte l'équipe. La particularité du projet, c'est d'avoir créé des postes permanents, non expérimentaux et non soumis à des aléas de financement. On a la chance que les lits d'accueil médicalisés soient un ESMS financé pour 15 ans par l'ARS et donc n'est pas dépendant de projets d'appel à projets, etc. La volonté, quand on a constitué l'équipe avec les partenaires du champ de la lutte contre la pauvreté et les partenaires du soin, c'était à la fois de créer une structure médico-sociale qui, bien sûr, a une dimension sanitaire forte. Dans cette équipe, il y a 15 postes d'infirmiers et d'aides-soignants et un poste d'infirmière coordinatrice, mais qui soit aussi lieu de vie, qui soit lieu de projet de vie, qui soit lieu de prise en compte des parcours complexes, qui soit aussi un lieu d'implication des personnes concernées et qui sortent de termes, qui sortent de l'idée de la prise en charge pour aller, et je vais reprendre un terme qui a été cité tout à l'heure, vers un lieu où on soutient les capacités, au sens d'Amartya Sen. Ce lieu, animé par une équipe pluridisciplinaire, où les personnes peuvent réellement échanger, se nourrir les uns les autres et coopérer pour accompagner, soutenir les résidents. Voilà un petit peu d'histoire sur les LAM. Aujourd'hui, les lits d'accueil médicalisés, donc au sein des lits d'accueil médicalisés, les travailleurs pairs interviennent principalement sur des accompagnements à la vie quotidienne, courses, retrait d'argent, accompagnement dans les démarches quotidiennes, démarches pour les loisirs, échanges, discussions, activités. L'idée est de pouvoir prendre le temps avec les gens, d'avoir une relation équilibrée,
de pouvoir observer et s'adapter. Ça, c'est issu d'un cheminement. Parce que si le CCS souhaitait, avec les partenaires, intégrer le travail pair dès le démarrage du projet, par contre, nous avons dû réorienter le travail pair. Quand nous avons pensé le projet, nous avions imaginé des postes qui mêlent les plus-values recherchées du travail pair, l'écoute, la médiation, le soutien individuel ou collectif, mais auquel on associait, en bon gestionnaire, trop gestionnaire sans doute, des missions techniques, d'entretien, de service des repas, d'animation. Cette expérience-là, on a testé comme ça, et ça s'est révélé rapidement inadapté. Inadapté pour tout le monde, inadapté pour les personnes, inadapté pour les travailleurs pairs eux-mêmes, inadapté également pour l'équipe. Et nous sommes questionnés et nous avons réorienté les missions des travailleurs pairs. Nous avons fait le choix de soutenir le travailleur pair et de le conforter réellement dans ce qu'il peut apporter, dans ce qu'il souhaite apporter, dans ce que attendent les résidents du travailleur pair, et donc de compléter l'équipe avec des professionnels en charge des missions techniques que j'ai énoncées juste avant. Ça a demandé forcément de réorienter, de faire des choix, de réorienter une partie des budgets, ce qui n'est pas simple dans une structure où on a des normes, une réglementation assez stricte en termes de nombre de professionnels pour tant de résidents, en termes de continuité de service, de présence, en termes de démarche qualité, etc. Donc les lames en sont là, avec des travailleurs pairs intégrés complètement à l'équipe, avec des travailleurs pairs qui sont pour l'un d'entre eux titulaires de la fonction publique territoriale aujourd'hui. Pas le deuxième, parce qu'il y a eu des mouvements sur le poste, ce n'est pas un souhait du CCAS, évidemment. Si la personne souhaite être titularisée, c'est quelque chose qui est envisageable. Plus récemment, le CCS a intégré le travail pair dans un autre service, qui est le service Aller vers accès au droit, dans 2 dispositifs. Un dispositif d'accompagnement et d'hébergement de personnes qui ont eu des parcours très complexes de rue, donc des petits collectifs d'habitat, de personnes au parcours, on peut dire, marqué par la grande marginalité. Et un autre travailleur pair sur un dispositif qui s'intitule la caravane des droits, donc qui permet de débloquer des situations de non-recours aux droits pour des personnes qui ne poussent plus la porte des institutions. Quelques mots sur les apports nombreux que l'on note et ensuite quelques difficultés également. Vis-à-vis des personnes accueillies, et j'ai préparé cette présentation avec les 2 chefs de service qui aujourd'hui pilotent les 2 structures, les 2 dispositifs dans lesquels nous avons des travailleurs pairs, et je les remercie. Elles confirment que pour les personnes accueillies, les travailleurs pairs ont une facilité à créer du lien rapidement avec les personnes, capacité à trouver la bonne distance, un lien à la fois proche sans être intrusif, la capacité à créer du lien de confiance. Les travailleurs pairs permettent aussi d'aborder des sujets plus délicats que les professionnels ont du mal à aborder. Donc, en l'occurrence, pour les lits d'accueil médicalisés ou les petits collectifs d'habitat pour les personnes en situation de grande marginalité, notamment les questions de consommation, d'alcool, de drogue, mais aussi la question du cadre et du respect ou non du cadre. Et c'est une vraie force d'avoir les travailleurs pairs pour aborder ces sujets-là. Ils sont également plus à l'aise pour créer des relations interpersonnelles ou pour traiter les relations accompagner les relations interpersonnelles dans les équipes, donc en termes de médiation, en termes de gestion de conflits. L'expertise qu'ils ont acquis de leur expérience permet de faciliter ces médiations, ces gestions de situations de conflit. Vis-à-vis de l'équipe, les travailleurs pairs portent la parole des résidents. Donc, ça ne veut pas dire que les résidents ne peuvent pas s'exprimer eux-mêmes, mais c'est un autre moyen d'être à l'écoute, donc de porter la parole des résidents. C'est aussi une façon d'apporter, les travailleurs pairs apportent des clés de compréhension dans l'équipe, de par leurs expériences de vie. Ils éclairent l'équipe de par leur expertise. Et je vais reprendre un terme qui a été utilisé dans la table précédente. Ils disent ce qui compte. Ils sont à l'aise pour dire ce qui compte pour les résidents. Donc au final, ils alimentent un débat entre normes et prise en compte du parcours de vie. Comment on peut allier, dans une structure qui reste une structure médico-sociale, où l'objectif est de soigner et de soutenir le parcours de vie alors que les personnes sont malades,
là où il faut être dans la norme, dans le cadre, dans le réglementaire, dans l'hygiène, dans tout un certain nombre de normes, et la prise en compte du parcours de vie où il va être nécessaire par moment de se décaler, de faire les choses différemment, pas au même rythme, de d'abord prendre en compte le parcours de vie, puis d'instaurer la norme. Et donc c'est en ça que le travail pair est une ressource clé du faire ensemble. Là, je dresse un panorama qui est assez idyllique. Ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas des difficultés pour les travailleurs pairs eux-mêmes, pour l'équipe et pour l'encadrement. Et je vais en énoncer quelques-unes. Pour l'agent, d'abord, pour les agents, travailleurs pairs, je vais faire écho à quelques points que vous avez pu partager. Tout d'abord, il y a une adaptation entre la vie personnelle et la reprise ou la première activité professionnelle. La nécessité de prendre une distance avec le mode de vie. Et là, on a pu noter, parce que c'est les 2 travailleurs pairs des lits d'accueil médicalisés, en tout cas le premier, puisqu'il est toujours là et présent dans l'équipe depuis 2019, qu'il y a eu des allers-retours avec une plus ou moins grande facilité pour le travailleur pair de prendre de la distance avec son parcours de vie. C'est un travailleur pair dont le parcours est empreint de ce que j'ai énoncé au début comme caractéristique de la structure lit d'accueil médicalisé, c'est-à-dire avec parcours de rue complexe, avec situation de pathologies multiples, etc. Donc la nécessité de prendre de la distance avec le mode de vie. Et c'est pas simple de se construire dans le monde professionnel quand en fait on est marqué par nos fragilités, par nos difficultés. Le travailleur pair est dans une équipe avec la casquette de pouvoir comprendre les difficultés et les parcours des personnes résidant de la structure. Et c'est pas simple au quotidien de se définir avant tout par ces difficultés et d'en faire des forces. Difficulté aussi à tenir les rythmes de travail. Donc on avait imaginé au début des postes de temps plein, on les a réadaptés à la demande des travailleurs pairs et en fonction de ce qu'ils souhaitaient. Adaptation, donc ça c'est côté agent, côté encadrement, c'est la nécessité beaucoup de temps de dialogue, beaucoup de souplesse et d'adaptation. Le fait d'arriver à osciller entre prescription et adaptation quotidienne. Arriver à se réinterroger pour éviter de tomber dans une trop grande gestionnite, je reprends encore un terme utilisé sur la précédente table ronde, arriver à se dire pour l'encadrement, là on va pas faire comme on l'aurait prescrit au départ parce que on a souhaité donner de la force au travail pair dans cette équipe et on va donc du coup en tenir compte et faire différemment. Donc pousser à se réinterroger. Ça demande des points réguliers sur les missions, sur l'adaptation des missions. Ça demande aussi des liens particuliers avec la médecine du travail. Et au niveau de l'équipe, enfin, dans les difficultés, c'est aussi rappeler ce qu'apporte le travail pair régulièrement. Difficulté pour certains collègues de réaliser le travail et le rôle particulier des travailleurs pairs. Le travail pair c'est défini souvent entre l'équipe et le public, entre la marginalité et l'ordinaire. Et d'être ni dans un camp ni dans l'autre n'est ni simple pour le travail pair lui-même, le travailleur pair lui-même, ni simple pour l'équipe qui doit faire équipe, faire ensemble avec les travailleurs pairs. En conclusion, je voudrais souligner deux grands points dans les points d'attention qu'il faut avoir, je crois, quand on s'engage sur ce type d'orientation. Le premier concerne la question du travail pair en lui-même, l'agent ou le salarié qui est travailleur pair. Ça exige une réflexion au long cours. Quelles sont les spécificités des missions ? Quel lien étroit entre identité professionnelle et identité personnelle ? Comment on intègre cette identité professionnelle et personnelle au sein d'une équipe ? Besoin de formation versus risque de formatage. Est-ce d'un côté, le travailleur pair peut avoir des besoins de formation, alors pas forcément de formation de travail pair, mais d'autres types de formation, d'outillage, mais jusqu'où aller pour ne pas perdre ce qui est la force du travail pair ? Perspective professionnelle, équité de traitement des agents. Donc là, c'est au niveau du travail pair lui-même. Et le deuxième point d'interrogation, et j'en terminerai là, c'est vraiment au niveau de l'équipe, c'est-à-dire sortir de la coordination ou l'articulation en silo de compétences ou de professionnels pour aller vers une réelle coopération au sein d'une équipe qui doit travailler ensemble, faire ensemble autour des besoins, du parcours et des capacités des personnes.
L'idée est d'avoir une réelle interdépendance, et on peut là aussi citer, c'est un autre exemple que je peux avoir un petit peu plus éloigné, mais le CCS est membre d'un GCSMS qui porte le Un chez soi d'abord à Grenoble, et les Un chez soi d'abord ont intégré aussi le travail pair et la multiréférence dans l'accompagnement pour réellement créer de l'interdépendance et de la coopération au sein des équipes. Merci beaucoup pour cette belle illustration. Je vais maintenant ouvrir le champ des possibles de la paire aidance et passer la parole aux deux derniers intervenants qui vont vous emmener vers un autre champ de la paire aidance. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Pascal Blanc. Je travaille dans une association qui s'appelle Solidarité Paysan. Voilà, on va vous faire un témoignage à deux voix sur comment on fait ensemble la Solidarité Paysan. Déjà, je voulais dire qu'on est très content de se retrouver dans ce colloque qui nous permet de prendre de la hauteur et aussi de faire un pas de côté, parce que nous, on est dans un secteur d'activité un peu différent, j'ai l'impression, de la majorité des gens ici, puisqu'on est dans le domaine de l'agriculture, donc un autre univers. Donc du coup, je vais quand même un peu vous dire un peu plus qui on est aussi à Solidarité Paysan, avant d'aller sur comment on fait ensemble, en sachant que le faire ensemble, il est un peu à tous les niveaux chez nous. Il est dans le projet associatif, il est dans l'activité, il est dans l'organisation. Donc voilà, ça fait pas mal d'écho à notre quotidien. Donc Solidarité Paysan, qu'est-ce que c'est, qui on est? Donc Solidarité Paysan, c'est un réseau d'associations qui est présent sur l'ensemble du territoire français, qui s'est constitué il y a déjà pas mal de temps. Les premiers collectifs, ils sont nés dans les années 90. Donc on était constitué en association, et actuellement il y a des associations partout sur le territoire et une tête de réseau nationale qui nous aide à se coordonner. La principale activité de Solidarité Paysan, c'est accompagner des agriculteurs en difficulté. C'est le cœur du métier. C'est sur ce sujet-là que s'est constituée l'association. Alors, à l'origine, pourquoi avoir constitué une association pour accompagner des agriculteurs en difficulté? Eh bien, tout simplement par un constat que quand on est dans un métier où on rencontre des difficultés, il y a de l'isolement, il y a de la difficulté, des risques forts aussi de fragilité, et des constats d'autres paysans qui se sont dit mais on ne peut pas laisser les gens tout seuls, il y a un moment où il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et il y a eu la volonté de créer des associations pour s'entraider avec une idée de solidarité, de dire un agriculteur qui s'isole, qui est tout seul, il va être beaucoup plus en difficulté pour s'en sortir, alors qu'à plusieurs, on sera plus fort. Donc voilà, c'était un peu l'idée de départ, avec à la base des personnes issues de différents horizons, mais qui sont regroupées avec ce projet associatif d'accompagnement des agriculteurs en difficulté, et dans certains territoires même très fortement des agriculteurs en difficulté eux-mêmes qui aussi ont participé, voire ont créé les associations. Donc dès le départ, il y a du travail pair, on va dire. Donc ça, c'est un peu l'origine. Et ensuite, du coup, le projet associatif, il s'est constitué avec un certain nombre de choix, de volontés ou de règles qui ont été définies. Alors, un des premiers éléments, c'est que les agriculteurs en difficulté font appel à l'association sur la base d'une démarche volontaire. Donc, nous, on va accompagner des agriculteurs qui vont faire appel à l'association, et c'est leur souhait, c'est une démarche volontaire, c'est un critère de départ. On va pas, il n'y a pas de prescription, on n'est pas dans ces démarches-là. Ensuite, un autre principe qu'on a à l'association, c'est qu'on va accompagner en binôme. On n'est jamais dans un accompagnement individuel, mais toujours au minimum en binôme, voire des fois en trinôme. Et le principe, donc, c'est des agriculteurs qui sont adhérents de l'association. Donc, nos adhérents, ce sont des agriculteurs
en activité ou en retraite, donc des gens qui sont du métier et qui vont accompagner d'autres personnes du métier. Donc pour vous donner un ordre d'idée sur la région, on a plus de 300 bénévoles, et alors qu'on est en salariés une douzaine d'équivalents temps plein. Donc il y a une forte présence des bénévoles eux-mêmes du métier, très majoritairement, même si depuis des périodes plus récentes, on est sollicité par des personnes qui n'ont pas été dans le métier, mais qui souhaitent donner un coup de main à l'association. Et donc, on a la vigilance de se dire il faut que ça reste des paysans qui accompagnent d'autres paysans, même si il y a des entrées de personnes qui ont eu d'autres parcours. Autre critère très important, donc c'est de faire ensemble. Donc, on n'est vraiment pas dans une posture de conseil avec les gens qu'on accompagne, mais de faire ensemble. Je pense que notre réseau se réclame du mouvement de l'éducation populaire qui va placer les personnes au centre de leur accompagnement. Et donc, on va toujours partir de la demande d'une personne pour faire avec elle et essayer de trouver des solutions à ces difficultés. Donc, ça nous demande chaque fois des ajustements aussi en termes de posture et de rythme. Parce que du coup, voilà, on n'a pas le même rythme, donc ça, c'est des choses quotidiennes à travailler. Il y a ensuite un axe très important qui est basé aussi sur l'échange et l'écoute. Donc, on va prendre ce temps-là, et c'est un peu une spécificité par rapport à d'autres intervenants que les agriculteurs vont avoir autour d'eux, qui sont sur des rythmes cadrés par des espaces de travail, de structure. Nous, du fait qu'on est avec des intervenants bénévoles, on va avoir ce temps-là qui est une plus-value importante et qui nous est souvent renvoyé, de dire, voilà, vous avez pris le temps d'être avec nous, à nos côtés, de nous écouter. Et après, dernier principe important qu'on travaille au quotidien, c'est le principe de non-jugement. Donc d'accompagner les agriculteurs tout en partant de leur réalité, de leur situation, et pas de la nôtre, pour cheminer avec eux sans leur dire ce qu'il faut faire, mais d'avancer avec leurs besoins et leurs demandes. Donc voilà un petit peu les grands principes qu'on a au niveau de l'association. Du coup, très concrètement, notre activité, ça va être de répondre à des appels d'agriculteurs qui vont nous solliciter. Ensuite, très concrètement, de mettre en place un binôme d'accompagnement. Et ensuite, on va être sur le terrain dans les fermes avec les agriculteurs. Donc, la plupart des rencontres et de l'accompagnement se fait avec eux sur leur exploitation. Et on va faire un bout de chemin avec eux et on fait des accompagnements qui vont durer, quand on fait nos statistiques, en moyenne 3 ans. Donc, on est sur un travail sur la durée. Qu'est-ce que je peux dire? Je sens que le temps presse un peu, donc voilà. Du coup, je pense que je vais pas aller plus loin. Je vais passer la parole à Michel, qui lui est un père, un vrai père, puisqu'il est agriculteur, et donc il va un peu vous donner un peu des témoignages aussi sur comment se joue ce miroir dans l'accompagnement. Je suis plus agriculteur. Je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais je suis retraité. Je trouve que c'est même pas si mal que ça comme situation. J'avais hésité à dire, en étant agriculteur, qu'est-ce que j'avais fait dans ma vie de professionnel. Et puis tout à l'heure, j'ai entendu que dans les structures de santé, on parle tabac. Et moi, j'étais producteur de tabac. Je ferme la parenthèse. Le dire ici dans une fac de médecine, j'étais un peu gêné, mais bon, ça a été une réalité de ma vie. Être bénévole, à mon point de vue, c'est aider les autres, c'est ne pas les laisser seuls face à leurs difficultés qui sont nombreuses et diverses. Alors, j'aborderai 3 ou 4 points assez rapidement, en donnant, si possible, un petit exemple qui m'est personnel, parce que je préfère parler de ce que j'ai vécu que ce que les autres ont vécu. Les agriculteurs qui sollicitent Solidarité Paysan apprécient de pouvoir échanger entre agriculteurs, donc je ne vais pas trop m'y étendre. Pascal y a fait un peu allusion. C'est vrai que l'agriculteur, quand il a des difficultés, je crois que c'est une des professions où ils ont le plus de mal à la reconnaître, à la partager. Parce que bien souvent, les fermes, c'est l'histoire de la famille. Souvent, je le dis,
le gars qu'on accompagne, il dit putain, c'est peut-être moi qui vais la foutre en l'air, alors que c'est la ferme de mon arrière-grand-père. Donc voilà. Pascal l'a dit, notre première rencontre, c'est sur la ferme. Et ça, c'est important parce qu'on s'aperçoit que les agriculteurs, ils aiment quand même nous montrer leur métier, nous parler de leurs bêtes, leur parler sur des aspects techniques. Et puis des fois, nous, on apprend. Enfin, moi, j'apprends, je découvre des productions que moi, je n'avais pas faites. Et ça permet de tisser un lien de confiance. Autre point que je pourrais parler un tout petit peu, c'est dans les situations de grande difficulté, l'agriculteur, il s'isole. Parce que déjà, par nature, c'est une profession très indépendante, mais quand on a des difficultés, on parle beaucoup moins avec ses voisins, ses créanciers, j'en parle pas, on a du mal, même on change de fournisseur, parce que chez le fournisseur habituel, on a une dette. Et donc ça, l'agriculteur, il a vraiment dans un grand isolement, il se coupe du milieu paysan, et pire presque, souvent, il perd un peu la motivation de travailler. Le paysan, par nature, il fait beaucoup d'heures, mais là, moi, récemment, j'accompagne quelqu'un qui me dit « mais j'ai plus le goût d'aller traire mes vaches ». Et c'est quand même affolant, parce que c'est pas du blé ou du maïs, les vaches, il faut s'en occuper tous les jours. Pouvoir partager ses difficultés avec un autre paysan, ou un ancien paysan, c'est mon cas, permet de rompre avec cet isolement et de reprendre un peu d'assurance. Cette assurance se retrouve même dans la voix tout au long de l'échange. J'ai toujours été surpris quand on arrive, le gars, il n'a pas le moral, il a une intonation de voix, et puis le fait d'avoir partagé avec nous, en fin de la rencontre, il a plus la même façon de s'exprimer, et ça, je trouve que c'est bien, c'est parce qu'il avait besoin de parler, quoi. Il est important aussi de parler des difficultés du monde agricole, que les problèmes peuvent arriver à n'importe quel agriculteur, hein, accidents climatiques, sanitaires, méventes, impayés. Et moi, il m'est arrivé de parler d'un gros problème sanitaire que j'avais eu dans mon élevage de volailles. C'est pour montrer à l'agriculteur qu'on accompagne, il n'est pas seul à avoir des difficultés, ça peut arriver à tous les paysans. Un autre point, la disponibilité des bénévoles. Bon, j'ai mis en parenthèse surtout s'ils sont retraités. Pour les rencontres, les bénévoles, mais aussi les salariés, s'adaptent au fonctionnement, aux horaires de la personne accompagnée. Un exemple récent, un appel qui... Non, c'est même pas un appel, c'est l'appel de l'agriculteur, mais qui avait été sollicité par une personne que je connaissais. J'ai passé un dimanche après-midi pour rencontrer un agriculteur qui ne pouvait pas en semaine. Et ce jour-là, on a décidé d'une deuxième rencontre pour voir son organisation de son travail. Et j'y suis allé de 19h à 22h. Alors, encore une fois, je suis à la retraite, je peux me le permettre, mais ça montre que, et même les salariés d'ailleurs, hein, alors pas dans les mêmes proportions, c'est propre aux salariés, mais ils s'adaptent aussi en termes d'horaire, et ça, c'est une force. Il n'est pas rare non plus d'échanger au téléphone tard le soir. C'est aussi quelque chose qu'il faut s'adapter aux horaires de l'agriculteur. Si vous l'appelez dans la journée, il ne vous répond pas, quoi, en général. Hein. Et puis, on n'a pas de limite de durée. Pascal y a fait allusion. Hein. Un accompagnement moyen, ça peut durer sur 3 ans. Il y en a qui durent beaucoup plus. Et j'ai pris un exemple, alors qui est un peu exceptionnel, mais quelqu'un qu'on a accompagné, où en fait, comme on était 2 bénévoles, si j'additionne les 2, sur 2 ans, on a dû passer 250 heures, quoi. Parce qu'on l'a aidé à refaire ses comptables, parce qu'il n'y avait plus au niveau administratif, il n'y avait plus rien. Et donc voilà. Autre point que je développe un tout petit peu, être accompagné et devenir bénévole, c'est une grande reconnaissance. Alors, je prends aussi un exemple. Nous avons accompagné un agriculteur qui était en rupture administrative, plus de comptabilité, plus de déclaration fiscale et sociale depuis 7 ans. Avec son épouse, qui était beaucoup plus douée que moi en informatique, parce qu'elle ne travaillait pas sur l'exploitation, elle était cadre dans une biscuiterie. Nous avons reconstitué les comptas, fait les déclarations. Cela s'est traduit par une dette MSA. MSA, c'est la sécurité sociale des agriculteurs, qui est passée de 190 000, parce que comme il n'avait fait aucune déclaration, il était surtaxé à fond, et ça s'est soldé par 38 000. Donc là, je vous avoue que quand on fait ça en accompagnement, on est satisfait de nous, quoi. Et le
le mieux encore, c'est que l'épouse, elle a dit, vous m'avez aidé, moi je vais vous rendre à Solidarité Paysan la façon dont vous m'avez aidé. Donc elle est devenue bénévole. Et ça, je trouve que c'est un parcours, enfin moi je le prends en exemple parce que c'est bien. Et puis je terminerai sur la complémentarité salarié-bénévole. En général, les bénévoles, comme c'est souvent des anciens agriculteurs, on est assez à l'aise sur les aspects techniques, organisation du travail, même financier, parce qu'on a quand même géré nos exploitations, et certains aspects administratifs. Mais les salariés apportent un réel plus sur la structuration des rencontres. Parce que moi, je dis souvent, moi, je ne suis pas doué pour faire des comptes rendus. Je suis pas... Des fois, on dérape un peu parce que, voilà, on est trop bavard. Sur le plan social aussi, ils ont beaucoup plus de connaissances que nous sur le plan juridique. Et puis, je dirais aussi, ils ne sont pas déformés par le métier de paysan. Parce que des fois, on a tendance à vouloir presque reproduire ce que nous, on a vécu, alors qu'il ne faut surtout pas faire ça, quoi. En général, les salariés ont une meilleure écoute. Alors, quand j'ai mis les salariés, j'ai mis EES, parce que nous, sur notre structure, sur 4, on a 3 salariés féminines. Et je mets que c'est aussi vrai pour les bénévoles féminines. Il y a une plus grande facilité d'écoute que les mecs, on va dire. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il nous reste du temps pour quelques questions. En tout cas, vous l'avez compris, on est tous bavards et on sera à votre disposition plus tard si vous avez d'autres questions. En fait, j'aurais même plusieurs questions, mais le temps va être court. C'est une première question, c'est lorsqu'on a qu'on a subi l'institution psychiatrique, comment on s'intègre dans une équipe en passant de l'autre côté, et est-ce que c'est difficile? Et l'autre question, c'est la question sur la pérennité des postes. On voit l'intérêt de pérenniser les postes en termes de symbolique. Et en même temps, de ce que j'ai compris, c'est que si on reste trop dans le poste de père aidant, au bout d'un moment, on accompagne, finalement, on devient un professionnel de l'institution et on n'a plus un regard critique. Merci pour la question. Et sur la première partie, effectivement, c'est propre au parcours de chacun. Moi, je dirais que l'institution psychiatrique, elle a été plutôt difficile, moi, dans mon rôle par rapport à ma mère, en fait, dans le parcours de ma mère. Moi, j'étais plutôt aidant, et c'est là où ça a été plutôt compliqué. Je sais pas, c'est le jeu de tous les jours de trouver le juste milieu, effectivement. Moi, quand j'ai commencé dans l'équipe, j'ai été vraiment maltraité par une personne qui était là en poste et qui, je pense que peut-être ça faisait bouger trop de choses chez lui. Parce que forcément, on fait bouger ça chez les professionnels, c'est que ça fait 20 ans, enfin, on leur a appris en école d'infirmière, en école de médecine, on leur a appris à creuser un fossé entre la personne accompagnée et eux-mêmes, on leur a appris à mettre à distance pour se protéger, et puis là, paf, on leur envoie quelqu'un, lui, au contraire, il est payé pour être dans l'entre-deux un peu, donc ça fait bouger certaines personnes assez violemment, certains psychiatres assez violemment encore, les psychanalystes, ils ont un peu du mal, certains, à gérer ça. Donc ça, faut le gérer. Je pense qu'il faut l'entretenir un peu, quoi. Ça fait partie de mon métier de l'entretenir, en fait, cette colère, cette envie de rebouger les lignes, ce que je disais, de pas devenir. Et là, je le vois, moi, je me fais piéger. Dans le SAMSA, on a changé de type de direction. Il y a les fameux audits qui sont arrivés et je vois à quel point la normalisation, effectivement, est venue gagner du terrain petit à petit. Après, moi, j'ai toute une vie associative. J'ai cofondé une association de personnes concernées, d'activités communautaires. Donc, ça me permet aussi de garder ma fraîcheur, on va dire. Et sur la pérennité du poste, moi, aujourd'hui, j'étais sur un poste un financement de 3 ans de l'ARS sur la structure. Donc oui, potentiellement, je ne me suis pas renseigné, comme ça ne m'inquiète pas trop. Mais
Je ne suis pas renseigné, mais effectivement, ce n'est pas un poste totalement pérenne. Pour répondre à la deuxième question sur la pérennité des postes, donc sur les 4 postes que j'ai pu évoquer dans mon propos, il y en a 2 qui sont des postes pérennes, les 2 autres ce sont des postes liés à des projets qui pour l'instant sont soumis à des financements non pérennes. On a réellement fait ce choix. Alors, je comprends la question et je la partage. Enfin, c'est un vrai questionnement que l'on a. Et c'est aussi trouver un juste milieu. On a fait le choix de sortir avec ces 2 premiers postes d'une potentielle précarisation. Donc voilà, on a souhaité que c'est pas parce qu'on était sur du travail pair avec ce qu'il apporte et justement le fait de pouvoir décaler, apporter du décalage dans l'équipe, un regard différent, que ce poste devait être marqué par la précarisation. On avait la possibilité, parce que l'établissement social et médico-social est autorisé sur 15 ans et stable et pérenne, d'intégrer ces postes dans l'équipe et de ne pas les soumettre à des remises en question en fonction de la direction, en fonction des orientations. Et donc, on a fait ce choix-là. Pour faire face aussi à ce que vous évoquez là de risque d'installation, de normalisation, il convient effectivement de se réinterroger de façon permanente. Et je crois, alors on n'est pas parfait, hein, mais qu'en tout cas, l'équipe des lits d'accueil médicalisés, la responsable de service et le CCAS dans sa globalité offrent ce cadre-là. Nous sommes en lien avec la plateforme du travail pair qui est portée par l'association Relais Ozanam sur le territoire grenoblois, mais au-delà, hein, puisque c'est une plateforme à minima départementale, mais même régionale. Donc ce sont des choses qui peuvent être partagées, tout comme formation, formatage, mission technique ou uniquement mission propre du travail pair. Enfin, toutes ces questions-là sont partagées, font l'objet d'une réflexion. Il y a la question aussi des perspectives professionnelles. Est-ce qu'on reste travail pair toute sa vie ou pas, etc. Donc c'est des questions que nous avons et que nous traitons aussi dans la discussion et dans ce que le travail pair apporte. Bonjour et merci beaucoup pour tous ces partages et témoignages des 2 tables rondes. Je suis une ancienne dirigeante d'entreprise et de collectivité, mais aussi une patiente. Et ma question est sur... En fait, elle est un peu différente, je réalise, sur la pair-aidance entre professionnels. Et j'ai eu la possibilité de constater la puissance de la pair-aidance en milieu associatif entre personnes qui partagent la même expérience, que ce soit de la maladie, que ce soit en tant qu'aidant, que ce soit en tant que personne sous addiction, en tant que personne ayant vécu un très gros traumatisme, le même. Et aujourd'hui, en milieu associatif ou même hors structure, on commence à documenter la puissance de la pair-aidance, de cette pair-aidance, donc autour d'une expérience commune. Et là, j'entends des témoignages donc, de pair-aidants professionnels. Je n'avais pas compris avant que c'est assez différent de la pair-aidance entre professionnels. Et sinon, une certaine pair-aidance professionnelle auprès d'agriculteurs, mais les agriculteurs, ce sont des indépendants. Et j'amène donc ma question sur la pair-aidance entre professionnels au sein d'une entreprise. Et là, je reviens sur mes expériences de manager ou même de collaboratrice parfois concernées. La pair-aidance entre professionnels n'a pas du tout connu pour l'instant la même transmission ou ne s'est pas répandue autant que la pair-aidance expérientielle, je dirais. Et je me demande si elle est possible en réalité dans la mesure où il y a un rapport hiérarchique, un rapport professionnel, et que pour peut-être que ça marche, il faudrait vraiment pouvoir rassembler des professionnels hors structure. Et ça me paraît assez lourd. Donc je ne sais pas si on pourrait tirer enseignement de la pair-aidance associative, entre guillemets, pour développer de la pair-aidance entre professionnels, chez les soignants en l'occurrence, puisque c'est le sujet. Merci. Moi, je peux simplement répondre qu'au niveau agricole, à une époque, il y avait une forme de pair-aidance parce que les structures agricoles, genre coopératives, il y avait des réseaux techniques
où les gens partageaient entre eux des expériences. C'était une forme de pair aidance. Et ça a eu tendance à disparaître, parce qu'après, dans toutes les structures, ça a été des services payants. Et voilà. Donc c'est un peu dommage, mais moi, je partagerais assez bien ce que vous dites, quoi. Il me semble que ça fait écho effectivement à des réseaux de professionnels et l'échange de pratiques qui, je crois, sont relativement répandus. En tout cas, dans nos organisations, on essaie de le soutenir. Bien sûr, ça demande du temps, ça demande aussi plus ou moins d'accompagnement. Parfois, c'est en autonomie complète, parfois, c'est accompagné. Je vais prendre l'exemple d'une démarche que porte la direction personnes âgées du CCAS, la directrice est dans le public, qui a organisé un groupe de réflexion sur les questions éthiques au sein de la direction personnes âgées et qui est ouvert à l'ensemble des professionnels de la direction. L'idée étant de pouvoir partager un sujet et d'écouter ce que les autres professionnels qui sont autour de la table peuvent apporter, réfléchir ensemble à partir de pratiques et d'expériences de travail différentes pour alimenter une réflexion autour des questions éthiques. Donc je crois que je crois que c'est possible. Voilà. Je sais pas si ça répond à votre question. Je vous amènerai à réfléchir à la pair aidance formelle et informelle, parce que je crois que dans les équipes, il y a beaucoup d'informels, que la pair aidance, elle est présente. En tout cas, dans les milieux du soin, je l'ai toujours senti et ressenti. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier d'y zoomer dessus, parce que je crois qu'on a tous ça en nous, l'envie d'entraide entre nous, entre collègues. Et après, effectivement, quid de la formalisation de cette entraide entre professionnels, peut-être. Mais il y a déjà des groupes d'espace éthique qui sont aussi là pour ça. Il y a beaucoup de choses qui se vivent, mais pas sur ce mot-là, en fait, pas sur ce vocabulaire de pair aidance, mais finalement, c'est la coopération de terrain, c'est la solidarité effective, c'est la possibilité de partage des savoirs, et effectivement, dans différents types de dispositifs. Oui, merci beaucoup pour cette table ronde. Moi, je suis très frappé en fait par le fait que vous ayez invité d'autres protagonistes que ceux du monde médical. La question de penser ou faire un monde vulnérable, c'est penser un soin du monde élargi. C'est une bonne nouvelle. J'ai une question en fait. Il y aurait plein de questions, mais sur la question du CAS, il y a des choix politiques très forts qui sont derrière cela. Est-ce que ça tient à la singularité de vos personnes? Ou est-ce que c'est substituable? La singularité de vos personnes. Vous voulez dire de nos orientations politiques? Donc effectivement, le projet des lits d'accueil médicalisés tel qu'il a été conçu, il est avant tout faire ensemble. Donc faire ensemble à partir d'une orientation politique forte, c'est-à-dire répondre à un besoin sur le territoire grenoblois de lits d'accueil médicalisés avec des partenaires et ne pas le faire seul, CCAS, dans son coin. Première orientation. Deuxième orientation, l'envie de partenaires et de travailler ensemble. Et effectivement, troisième élément, des professionnels qui se retrouvent dans cette envie de faire ensemble et de construire un projet tel qu'il est aujourd'hui. Et qui vit aussi, qui a évolué entre 2018 où on réfléchissait au projet et de crise sanitaire passée et 2026 ce qu'est ce projet. Donc je crois qu'il est forcément empreint de ça. Après, être dépendant des personnes, je dirais que non, parce que les choses, elles sont ancrées aussi. L'histoire trace une ligne, une forme de dépendance au sentier aussi, à la fois dans ce qu'il y a de positif aussi, ce qu'il y a de plus difficile et des choses à corriger. Donc je crois que c'est pas uniquement dépendant des personnes, enfin en tout cas je l'espère. Et c'est aussi en ça, et je voudrais dire un mot sur quelque chose qui a été dit à plusieurs reprises dans la table ronde précédente. Vous avez à plusieurs reprises parlé des procédures, des normes, et parfois aussi de pouvoir ancrer des choses, que ce soit des procédures, des fondamentaux, une structuration. Ça peut aussi être une force pour tenir dans la durée et s'autoriser à rêver, à
à faire les choses différemment. Quand on est plus fort parfois sur le socle, et ben ça nous laisse les marges, les coudées franches pour aller vers autre chose. Donc je crois qu'on en est là, en tout cas, sur un certain nombre de dispositifs au niveau du Centre communal d'action sociale de Grenoble. Pas tous, évidemment, et on est bien sûr preneur de toute expérience qui pourrait aider ou alimenter nos projets. Donc pour conclure, je sais pas, j'aurais tant de choses à dire et en même temps j'aimerais reprendre une phrase qui a été dite. La bonne cause ne justifie pas tout, mais en tout cas elle apporte beaucoup. Elle est source d'énergie, elle est motrice. On parlait de la volonté des personnes, effectivement qu'elle est là parce qu'on y retrouve du sens et qu'on y trouve une énergie qui nous permet de durer dans le temps. Et je pense que ça c'est une des clés en tout cas. Merci.